Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce samedi 20 janvier déjà. Alors aujourd'hui, je vais parler très doucement, être la plus douce des complices et des collaboratrices et des co-animatrices bonjour, de Dame Laurence. Jean-Luc Moreau. Comment bonjour ça à va? toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bah, ça va bien. Ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Ouais. Monsieur a glissé avec ce gel et ce verglas, faites attention vous aussi. J'ai mais il glissé s'est à tapé pied, fort la tête. Je précise, ouais. Ouais. Je Et me suis vous êtes- tapé fort la tête. Ouais. Mais ça me fait plaisir d'être là avec vous, Gérard, ce matin. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce que du coup vous avez perdu connaissance, autant le dire. Donc, Ouais, j'ai voilà. été assommé, quoi. Voilà. Été assommé. Donc si vous voulez envoyer des jolis petits messages d'amitié à l'ami Jean-Luc, vous écrivez sur la page Facebook de Sud Radio où l'émission On parle auto est avec vous en direct, vous le savez. Je vais prendre soin de vous, vous le savez, je ne vais pas vous lâcher. D'ailleurs, on va rester ensemble pendant 2 heures. Vous avez vu comment je fais ma douce. Mais c'est pas tout à fait anodin parce qu'on va commencer l'émission en parlant de ce qui adoucit les mœurs. Exactement, on va parler de musique. La musique, la musique qu'on écoute Ah oui, quand a-t-elle même. une influence Ah oui, ça a bien sur tapé. notre comportement au volant? Voilà, et vous allez voir que ça dépend évidemment du style de musique. Mais on fera pas que ça. Non, ah bah non. En fin d'émission, on va parler de 2 chevaux, tiens. Ah, j'adore. Voilà, c'est le moment d'acheter une 2 chevaux, Oui. donc on vous donnera tous les conseils avec un vrai spécialiste. Enfin, j'espère que d'ici là, il aura révisé. On parlera aussi un petit peu avant dans notre chronique environnement des voitures les plus écologiques de l'année 2023. Vous savez que pour les crash tests, il y a Euro NCAP et Ouais. pour la pollution, il y a Green NCAP. Donc D'accord. on verra ce palmarès. On verra aussi Green NCAP. côté pneus, parce que verglas, Ah bah neige, voilà. là on était en plein dedans. Vous avez vu, il faisait quand même moins 12 du côté de Valenciennes ce matin. Moi, j'ai J'embrasse eu nos moins amis 7 du Nord. hier matin chez Ah ouais. moi. Hein, donc, Et puis ça glisse encore sur certains Ouais, ça glisse. endroits. Donc on verra côté pneus comment il faut faire encore pour être Voilà. en sécurité en tout cas. Et puis on va se féliciter pour commencer cette émission puisque Sud Radio progresse de Ouais. façon spectaculaire Oui. depuis très longtemps. Grâce à vous. Ouais, c'est la 10e vague consécutive où ça monte et on est la plus forte progression en numérique des 20 premières radios, plus 62%, c'est juste énorme. Je pense qu'on fera des jaloux et c'est grâce à vous qui nous écoutez bien évidemment. Et nous sommes le 20 janvier, ça veut dire que normalement dans 2 semaines nous fêtons nos 3 ans, l'ami Jean-Luc. Ouais, oui. J'aime oui, bien moi déjà. le chiffre 3. Et dans 2 semaines, on sera Rétromobile. Oui, aussi Émission en direct. depuis Du stand Rétromobile sur le Renault. stand Renault. Et là, vous avez déjà bon rétablissement, Jean-Luc, de la part de Stéphane. Oh mince, nous dit-on également sur la page Facebook de Sud Radio. Calidora Pandora nous dit bonjour à vous deux. Nous avons plein de gens, là, ça y est, c'est parti. Vous êtes nombreux avec nous sur la page Facebook de Sud Radio et vous pouvez également rejoindre Jordan qui vous accueille au standard. Si vous voulez poser vos questions, rejoindre l'émission 0826 300 300. Et puis vous n'hésitez pas non plus, si vous voulez nous écrire un mail, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet de votre mail. Maxence est pilote cette émission, c'est notre réalisateur. C'est parti, on roule avec vous jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, nous allons évoquer la musique et ce qui influence peut-être notre manière de conduire. C'est Karine Bonnet, directrice générale de Dekra Automotive, qui nous rejoint en direct sur Sud Radio. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et tous nos voeux Bah ouais. pour 2024. On a Oui, encore, mes meilleurs vœux. bah oui, on a encore le temps. Il nous reste 10 jours, hein. Non, 10 Et ou bon 11. rétablissement Jean-Luc. Ouais. hein. Oui, non, Ouais. mais ça va. Ouais, M'enterrez enfin, ça a pas. tapé la tête Non, quand même. Hein. Oui, ça a un petit peu tapé la tête. Bon, mais il y avait rien Ça a dedans. remis les choses en place en même temps. Mais il y avait rien dedans, donc c'est pas très très grave. Mais on vous aime, Jean-Luc, Bon. c'est pour ça. Bon, Karine, j'ai écouté de la musique ce matin parce que j'ai lu. Laquelle voilà. Alors, j'ai écouté de la musique ce matin en venant, ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite pour arriver N'importe à Sud quoi. Radio. Si, et T'as j'ai mis du écouté hard rock ça. Ouais, j'ai écouté ça. Vous allez voir. Ah, votre tête, attention Oui, à ça me votre fait mal au tête. cou, d'ailleurs, quand je fais ça. Il est fou, cet homme est fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça... Ça veut dire que quand on écoute de la musique comme ça, alors là je précise, Motorhead c'est quand même du heavy metal, Ouais. donc c'est ce qu'il y a de
pratiquement plus violent. Et puis parler de musique dans une émission qui s'appelle On parle auto avec un groupe qui s'appelle Motorhead, moi j'adore. Oui, non, mais c'est très bien. Donc il y a eu en fait DECRA a publié ce communiqué sur une étude qui a été faite par des psychologues de l'université de Zurich en Suisse, donc des gens qui prennent leur temps et on se rend compte que alors la musique a un vrai impact sur notre conduite. Tout à fait. La musique, même si effectivement elle tend à adoucir les mœurs, ça peut avoir une tendance à augmenter notre temps de réaction. Parce qu'on est distrait. Et donc, en complément, on a fait un sondage sur LinkedIn où on a 59% des répondants qui admettent que écouter de la musique, a un impact sur leur comportement au volant. Et 53% d'entre eux estiment même que ça baisse leur vigilance. Donc oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est pas complètement ridicule, parce que cognitivement, surtout quand on entend des chansons qu'on aime bien, ou qu'on écoute des musiques qu'on aime bien, on va se mettre à chanter, on va se mettre à avoir le cerveau qui va effectivement se décaler un peu sur la musique en question. C'est cognitif, en fait. C'est cognitif. Les chansons, elles ont souvent un impact émotionnel. Donc, elles captent davantage notre attention. Et puis, Jean-Luc parlait des heavy metal. On a effectivement aussi 73% des répondants qui disent écouter de la musique pop rock, donc où le rythme est quand même assez soutenu. Et souvent, on a tendance à accélérer. Avec le rythme de la musique qu'on écoute. D'accord. Parce que si on écoute ça, par exemple. Ouais. Oui. Alors là, on va pas accélérer du tout. C'est magnifique, ça. On va freiner. Non, mais vous imaginez ça sur l'autoroute ? Oh là là, c'est sublime. Alors, mais malgré tout, au-delà de la vitesse, effectivement, ça peut aussi amener à baisser notre vigilance. Puisque c'est une musique, pour le coup, remplie d'émotions. Mozart, vous faites un petit somme au volant. Et alors, si on écoute la chanson « Je t'attendrai à la porte du garage », est-ce que ça va nous changer ? Alors, après, je vais dire, on a tous une expérience individuelle par rapport à la musique qui crée des émotions plus ou moins différentes. Donc, il n'en reste pas moins que cette baisse de vigilance peut se traduire effectivement par un temps de réaction plus long en cas d'un freinage brusque. Et la vitesse, on en a parlé, mais il y a aussi un autre facteur, c'est également le volume. Le volume. Si on écoute de la musique très fort, on est isolé de l'environnement extérieur et on peut pas réagir à certaines sollicitations acoustiques. Si on vous klaxonne et que vous avez du hard rock à fond les ballons dans la voiture, d'autant que les systèmes audio ont beaucoup progressé dans les voitures. Aujourd'hui, on peut avoir des salles de concert roulantes et vous n'entendez plus rien de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça peut effectivement être dangereux. Oui, ça peut être dangereux parce que vous pouvez pas entendre les autres usagers de la route qui klaxonnent, et également aussi les sirènes des services d'urgence ou de la police. Donc ça, effectivement, ça peut aussi dans ce genre de situation de conduite plus exigeante, encore une fois, avoir un impact sur la sécurité. D'ailleurs, certains véhicules modernes mettent déjà automatiquement le système musical en mode silencieux lorsqu'ils font marche arrière ou baissent le volume aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça montre bien qu'il y a une prise de conscience que la musique, même si elle adoucit les mœurs, encore une fois, on parle souvent au niveau de la sécurité routière du comportement de l'automobiliste, qui est le facteur de risque, mais aussi facteur aggravant de risque sur les accidents. C'est vrai que là aussi, le fait d'écouter de la musique, d'avoir un volume très très élevé, effectivement, peut baisser la vigilance. Et d'ailleurs, dans notre sondage, ceux qui ont répondu en sont bien conscients. Je dis encore une fois, plus d'1 sur 2 reconnaît que ça baisse leur vigilance. Moi, j'écoute un peu fort, j'avoue. Ouais. On a des réactions. La question, c'est est-ce que c'est répréhensible ? Ah bah non. Bah si. Ah bon ? Bah oui. Alors, écouter de la musique en conduisant, c'est possible. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de pas maîtriser son véhicule. Exactement. Il faut respecter quand même certaines règles du code de la route qui stipulent que le conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter de façon facile et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Oui, mais du coup, j'ai un accident. Il va aller prouver que j'écoutais la musique fort ? Non, ça par contre, je pense pas que ce sera... Bah non, c'est pas possible en fait. Non, mais par contre, on sait bien aussi qu'il est interdit d'écouter de la musique avec des écouteurs. Ça oui.
Ah bah ça oui, Voilà. surtout, ouais, bien sûr. On a des réactions sur la page Facebook de Sud Radio. On a Alain qui dit la meilleure des musiques au volant, c'est le son de mon V8, du V8. Non, la meilleure musique au volant, c'est d'écouter en podcast, on parle auto. Oui, c'est pas mal. On a aussi Jo qui dit et quand on écoute la mélodie du PRV dans l'Alpine GTA, ça a un impact? Ouais, Point ouais, d'interrogation. Le PRV, c'est ces fameux moteurs Peugeot, Renault, Volvo, hein, ouais, c'est ça. c'est ça, Hein, c'est ce qu'on ça, appelait comme c'est ça à ça. l'époque. Hein. Bonjour à tous les deux. Ah ouais, ça c'est une autre question, pardon. Vous écoutez quoi comme musique, l'ami Jean-Luc? Ça dépend. Ça dépend. J'écoute beaucoup la radio. Sud Radio. De temps en temps, ouais, j'écoute. C'est vrai, j'écoute Sud Radio. Moi aussi. Surtout où le soir avec où Yvan j'ai- où Cugus. j'écoute, Dans où le j'écoute- loft. Voilà, où j'écoute de la musique, un petit peu variée. Je mets, voilà. Ouais. Moi, Ouais. j'écoute beaucoup de la radio, Sud évidemment, et j'écoute beaucoup une autre radio qui est musicale, donc je ne vais pas la citer ici, mais plutôt musique moderne, enfin moderne, pas techno, mais plutôt. Bref, voilà. Et on a Stéphane, lui, qui dit qu'il met de la musique partout sans en apercevoir. Écoutez un film sans musique, vous serez gêné. Pourquoi il me dit ça? Bon, c'était sur la page Facebook de Sud Radio. Alors moi, j'avoue que des fois, dans le Lexus, il y a une chaîne hi-fi qui est extraordinaire. Je pète un plomb et je mets franchement très fort. Quoi? Les Black Eyed Peas à fond, Ah par ouais. exemple, ça fait vibrer la voiture. Pink Floyd, nous dit Stéphane, c'est bien puis aussi. alors, Hein. Pink Floyd, j'adore. Pink Floyd, ça va pas vous énerver au volant, c'est Non, clair. Hein. non. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mais Karine. Il y a Oui, quand même Karine. un détournement de la vigilance malgré tout. Voilà. Ouais. Oui, mais Et tout vous autant écoutez que quoi, vous, les Karine? écrans Parce GPS. que nous, on a fait amende honorable, mais vous écoutez quoi au volant? Moi, j'écoute beaucoup la radio aussi, beaucoup d'émissions de radio, donc dont Sud Radio. Ah, c'est bien. Et j'écoute aussi de la musique, et là, c'est très éclectique. J'écoute de la musique soul. Bon. Voilà, entre autres. J'aime toutes sortes de musique. Bon, super. On vous embrasse et merci beaucoup, Karine, d'être intervenue dans On parle auto. Merci à vous. Merci, au revoir. Karine Bonnet, directrice générale de Decra Automotive, qui était avec nous suite à cette étude qui a été menée avec des psychologues de l'université. Vous l'avez compris, la musique a un impact sur notre façon de conduire. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300. C'est Jean-Jacques qui a une question à vous poser, l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et si vous nous rejoignez à l'instant à 11h20 à l'écoute d'On parle auto, et si d'ailleurs vous n'étiez pas passé par là depuis le mois de décembre, on vous souhaite bien évidemment à tous de nouveau de bons vœux. Mais Jean-Jacques, tiens d'ailleurs, on l'a pas eu depuis le mois de décembre. Bonne année Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonne année Laurence et bonne année Jean-Luc. Oui, Alors, Jean-Jacques, vous a pas on eu voulait vous dire qu'on Ouais. vous déteste. Hein. Pourquoi? Ouais, parce qu'il nous a envoyé une photo. Ah oui. Ouais, bah voilà. Ah non, je ne vous déteste pas, je vous envie. Parce que monsieur est un salon de vin à Ampuis, qui est quand même la terre des Ouais. Côtes-Rôties et du Condrieu, Ampuis dans les Côtes-du-Rhône. Oui. Donc Jean-Jacques, vous avez 2 secondes pour parler, après, rentrez chez vous. Non, je vous exagère. Vous faites quoi? Vous faites Voilà. quoi à, Ouais, sur ce à salon. cette réunion Des vins. d'amateurs? Ah, c'est un salon ouvert au public et ben en général on remplit sa cave pour le reste de Ah oui. l'année. Ah bah vous me prenez 12 bouteilles de Château d'Ampuis alors Ouais. en Ouais, Mais il y a tous en les- Côte-du-Rhône septentrionaux, il n'y a pas trop de châteaux. Hein. Ouais, Non, mais, non mais si Château d'Ampuis il existe. Ouais. Hein. Mais C'est- vous avez pas mal c'est des un vignerons qui c'est est un là. côte-rôti le Château d'Ampuis. Ah bah on a toute la crème des Ah. Côtes-du-Rhône. Vous embrassez pour moi c'est-à-dire- Vous embrassez pour moi Oui. François Villard. Bon, donc alors en Ok. fait vous êtes Eh ben, en train vous de allez nous le dire que votre permis tout neuf vous êtes en train de nous dire que Oui. votre permis tout neuf vous allez le perdre en sortant de là. En fait, c'est ça. Oh non. Eh ben non. Non. Alors racontez-nous Eh ben parce non. que Bon, Non, remettons les ouais. choses au point parce que Ouais. là c'est un peu bazar. On a eu Jean-Jacques il y a 23 quoi décembre dernier. Ouais, Voilà. on a eu Jean-Jacques au mois de décembre Le 23 décembre. ouais, Le qui 23 nous demandait décembre, comment on faisait pour changer son permis, la petite carte. J'ai dit bah écoutez, vous allez sur le site de la NTS. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que Jean-Jacques a fait toute la démarche, il va nous l'expliquer et ça intéresse tous ceux qui nous écoutent et qui vont devoir à un moment ou à un autre changer leur permis qui est soit en lambeaux si c'est le vieux permis 3 volets en papier, soit leur permis carte de crédit puisqu'il a une durée Alors, de validité limitée à 15 ans. Racontez-nous.
Alors, je vous raconte. Bon, moi, j'ai appris, en lisant comme ça banalement mon permis, j'ai appris qu'il était plus valable puisqu'il allait jusqu'au 21 février 2023 et je me suis aperçu de ça au mois de décembre 2023, donc il était plus valable. Donc, suite à ma question à Jean-Luc, j'ai fait la démarche auprès de la NTS et donc je suis allé sur le site. Le chemin est un petit peu par étapes, hein, donc c'est rubrique permis de conduire, après demander la fabrication de votre permis, donc il faut demander une fabrication de permis, et puis après vous tombez sur un petit onglet qui vous dit perte, vol, détérioration, fin de validité ou changement d'état civil. Après, il y a ceux qui veulent, après une suspension, se faire refaire le permis. Enfin, voilà. Donc, vous allez sur perte de permis, demander la fabrication de votre permis et puis perte, vol, détérioration. Et là, vous vous laissez guider sur le site. À un moment, on vous demande de mettre une photo. À un moment, on vous demande de mettre, si vous avez le permis poids lourd, de mettre la visite médicale qui va bien pour continuer à valider. Et puis, vous laissez promener sur le site et puis à un moment vous validez tout ça et puis donc moi j'ai dû faire ça le 23 décembre. Alors après c'était une période de fête donc ça a pris peut-être un peu plus de délai mais j'ai eu le 5 janvier un SMS qui me disait que ma demande a été instruite par les services de l'État, qui a bien pris en compte ma demande et donc après j'ai reçu le 17 janvier dernier mon nouveau permis. Alors pour que ce soit clair pour tout le monde, Jean-Jacques, juste attends Jean-Luc. Oui. Ce qui soit clair pour tout le monde, c'est que le 23, comme vous nous avez appelé le 23 décembre, vous avez vu qu'il y avait une date de validité qui figure sur le permis de conduire et vous demandiez comment on allait faire et comment vous allez faire. Donc là vous nous avez expliqué que ça se fait simplement et bien fait. Exactement. Voilà. D'accord. Et c'est tout à fait gratuit. Ça. Y compris l'envoi. Ok. Y compris l'envoi du permis. Mais ça vaut que pour les permis cartes? Alors, si vous devez changer votre permis 3 volets parce qu'il est abîmé, sinon tu le gardes. Parce qu'il y en a des fois, ils le laissent dans leur poche et puis ça passe à la machine à laver. Ou alors le chien a décidé qu'il allait vous enlever les 12 points d'un coup sur votre permis. Voilà, donc si le permis est abîmé, c'est la même chose. En détérioration, vous suivez la même progression. En fait, la NTS, on l'a beaucoup critiqué au début. Et il y avait de quoi. Aujourd'hui, ils ont quand même, ça a bien progressé. Alors le seul truc, c'est qu'il faut pas vouloir aller trop vite. Faut pas vouloir faire ça en 3 minutes. Faut prendre un peu de temps. Faut tout bien lire. Faut que, comme l'a dit Jean-Jacques, faut progresser étape par étape, mais ça se fait très bien. Et à NTS, vous tapez ça sur Google, n'importe quel moteur de recherche, et c'est ANTS permis de conduire. Voilà. C'est gouvernement. ANTS, en fait. Ça veut dire Agence nationale des titres sécurisés. Voilà. Et c'est le même site pour les renouvellements de passeport, de carte d'identité. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous pouvez même passer par les autres sites, par Amélie ou par les impôts, pour arriver sur le site de l'ANTS si vous avez pas encore... Oui, c'est avec France Connect. C'est avec France Connect. Une dernière question, les fameux permis roses à 3 volets. Pim pim. C'est 2030, je crois. Ah, ils ont une date. 35. Il va falloir les changer avant 2035. Oui. Bon, j'ai encore un peu le temps. Oui, on a encore un petit peu de temps. Mon permis, moi, est valable jusqu'à 39. Donc voilà, c'est 15 ans, en fait. Ok, bon. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jacques. Pour l'instant, pas de visite médicale, mais ça arrivera peut-être à un moment ou à un autre. Tout peut changer, on le sait très bien, la vie n'est que mouvement. Jean-Jacques, merci beaucoup. Profitez. Simplement un petit truc. Sur la lettre d'envoi de mon permis, ils m'ont mis le site où on peut contrôler maintenant ses points de permis de conduire. Je ne savais pas trop. Oui, mais vous n'avez pas. Contrôler. En fait, alors non, ça c'est de la com du gouvernement. Vous saurez combien il vous reste de points, mais vous n'aurez pas le détail de quand vous récupérez les points. Si vous, voilà. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on pouvait déjà l'avoir avant. Tout à fait. Donc il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le détail de tout ce qui se passe. Et le détail du timing, c'est que là maintenant, il faut que je vous laisse profiter de votre super salon à Ampuis. Jean-Jacques, embrassez tous les super vignerons des Côtes-du-Rhône septentrionales. Et un gros bisou à l'ami François Villard de la part de Laurent. Si vous le voyez, c'est un des grands vignerons du coin. Je vous embrasse fort. Il n'est pas tout seul, évidemment. Il y a Monsieur Colombo, il y a tout le monde. Vous pouvez embrasser tout le monde de ma part, en fait. On va faire simple. Allez, à suivre l'essai de la semaine. Et là, c'est une Mitsubishi Colt hybride qui arrive. Pampan. À tout de suite. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et juste après avoir pris le volant, je vous rappelle le sujet que l'on vous propose dans à peu près moins de 9 minutes. Les voitures les plus respectueuses de l'environnement, est-ce qu'on les connaît? Mais tout de suite, on prend le volant avec vous d'une Mitsubishi Colt
Hybride. Bon, si vous voyez la voiture de loin, vous imaginerez que c'est une Renault Clio. Et c'est normal, puisque c'est la 7e génération de Colt, mais c'est un clone de la voiture française. Bon, Mitsubishi récidive, ils avaient déjà fait la même chose avec la SX, qui est un Renault Captur rebadgé. Et pourquoi est-ce que Mitsubishi fait ça ? Il a été question pendant un moment de supprimer carrément la marque en Europe parce qu'il n'y avait pas de nouveau modèle dans le tuyau. Et plutôt que de faire disparaître Mitsubishi, ils ont décidé donc de rebadger des modèles Renault en attendant des vraies voitures Mitsubishi qui vont arriver en 2024. Donc ça y est, on y est. D'accord. Bon, cela dit, la Clio, c'est plutôt pas mal, quoi. Là, il y a des différences très ténues entre la Colt et la Clio. De l'avant, on a le logo qui change, 3 diamants. Les dimensions sont similaires, à 4,05 m. C'est une jolie voiture. Elle a un peu plus de caractère depuis son lifting qui a eu lieu en fin d'année dernière. À l'arrière, il y a paradoxalement un peu plus de différence. Vous avez le béquet qui est de couleur noire, vous avez évidemment Mitsubishi écrit en gros derrière, et puis on conserve les qualités de la Clio, c'est-à-dire un grand coffre, 391 litres avec un seuil un peu haut, des places arrière qui sont... alors, c'est pas les plus généreuses de la catégorie, en particulier au niveau de l'espace pour les jambes, mais c'est suffisant. Oui, Laurence, vous vouliez dire, il neigeait. Oui, il neigeait. Juste pour ceux qui regardent sur Facebook, vous avez des extraits de la vidéo et on voit qu'il neigeait. Voilà. Vous avez dû avoir bien froid. Alors, comme à l'extérieur, à l'intérieur, la seule différence par rapport à la Renault Clio, c'est le logo sur le volant. Voilà, bon, la présentation, c'est moins high-tech que dans la Peugeot 208, mais la construction, elle est de bonne facture, l'ergonomie est bonne, et puis l'écran tactile au milieu du tableau de bord, il est réactif avec des menus intuitifs. Sous le capot, on a sur notre modèle d'essai une version hybride non rechargeable. Alors, ça mélange un moteur, vous allez voir, en fait, il y a du Renault, du Nissan, du Mitsubishi, parce qu'on a un moteur Nissan 4 cylindres essence 1,6 litre qui développe 94 chevaux, qui a couplé un moteur électrique de 49 chevaux via une originale boîte de vitesse dont on a déjà parlé, qui s'appelle chez Renault Multimode à Crabo. Donc si vous voulez avoir un peu mal au crâne, vous irez voir sur internet comment ça marche et on en reparlera après. D'accord. Bon, ce qui compte, c'est que la puissance totale est de 143 chevaux, c'est bien pour une citadine polyvalente, Et puis on a une petite batterie de 1,2 kWh, ça permet des phases de roulage en 100% électrique. Alors pas longtemps, c'est typiquement 2-3 km maxi, mais en agglomération, ça permet de rouler jusqu'à 80% du temps. Alors non pas en électrique, mais moteur thermique coupé. Je fais bien la différence entre les deux, parce que les constructeurs disent 80% en électrique, c'est pas vrai. Quand vous êtes en décélération, que le moteur est coupé, vous n'êtes pas en électrique, vous récupérez de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que ce système, on va l'appeler e-tech, c'est qu'il s'appelle comme ça chez Renault, a progressé depuis qu'il a été lancé. Je m'explique. Il y a vous verrez, le fonctionnement, si ça vous intéresse, il est très détaillé sur certains sites internet. Vous avez de multiples passages de rapport. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a gommé pratiquement le passage des vitesses. Vous avez l'impression que c'est une boîte à variation continue, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a une bonne réactivité également. Il n'y a eu aucune modification sur le châssis. C'est donc le confort d'une Clio. Un petit détail près, c'est que Mitsubishi a choisi de vendre des voitures plutôt équipées haut de gamme. Donc là, on a des roues qui sont un peu plus grandes. On a des roues de 17 pouces, donc ça fait des petites trépidations quand on roule pas trop vite. Dès qu'on dépasse 60 km/h, ça reste très confortable. Et puis le châssis, je vous l'ai dit, c'est le même. Donc on a vraiment un comportement qui est extrêmement bon. Et avec 143 chevaux, ça marche pas mal. 0 à 100, 9 secondes 3. Alors à rythme plus élevé, on entend quand même pour le coup le passage des rapports et le moteur se fait plus bruyant, mais en usage, on va dire normal, cette voiture est très silencieuse. C'est une vraie polyvalente, ça a beau être une petite voiture, la Clio, on peut faire de l'autoroute à 130 km/h sans problème. D'ailleurs, sur l'autoroute, moi j'ai relevé une consommation de 7,2 litres au 100, donc c'est plutôt bien. Et sur l'essai complet où j'ai un peu titillé la voiture, j'ai consommé 5,5 litres, donc c'est bien. C'est bien. Pas les 4,3 litres du cycle d'homologation, mais 5,5 litres, c'est plutôt bien. Je vous ai dit, Mitsubishi pratique une politique de voiture très équipée, donc elle peut paraître plus chère que la Clio, mais il n'y a rien à rajouter dans la Mitsubishi. En plus, vous avez un avantage, une garantie 5 ans ou 100 000 km. Moi, la version que j'ai essayée, c'est le haut de gamme qui s'appelle InStyle. 29 950 €. On se dit, oh là là, ça peut être cher.
Non, je trouve ça 143 correct. chevaux, une voiture hybride, extrêmement bien équipée. Vous avez tout, les sièges chauffants, je vous ai pas fait le détail. Il y a même une chaîne IFI Bose à l'intérieur qui marche pas mal. Donc non, ça... Non, le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Vous allez me dire pourquoi prendre une Mitsubishi plutôt qu'une Renault? Eh ben parce que vous avez 5 ans de garantie, 100 000 km, que n'offre pas Renault. Et bam, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Merci beaucoup pour cet essai de la semaine. Je vous en prie, donc vous l'avez évidemment en intégralité sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Voilà. Et on rappelle à tous qu'en digital, Sud Radio est l'une des plus belles progressions qui existent sur le milieu de la radio. Plus 62% de vos visites, d'abonnements. C'est 2 millions de gens qui regardent en numérique, ou qui écoutent en numérique. Plutôt. Croissance d'écoute digitale, et YouTube en fait partie, dont vos essais. Ce qui va faire bondir l'audience, c'est que lundi, j'essaye... la fameuse R5. Ouais, la R5 de première génération. 74. Ouais, c'est une de 74. Elle est sortie en 72, mais ça, c'est une 74. Orange intérieur, orange. Oh, j'adore. Bon, je veux la piquer au musée Renault, mais ils m'ont dit que c'était pas possible. Non, mais je voudrais bien monter avec vous, moi, dans l'essai. Mais bon, ça... On ne sait pas. Allez, tout de suite, on se donne rendez-vous sur la page YouTube de Sud Radio pour voir donc l'essai complet de la fameuse Mitsubishi Colt hybride de l'ami Jean-Luc Moreau. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Juste après le journal de midi, si vous avez eu, vous, des soucis sur la route cette semaine entre la neige, le verglas, on va vous poser une question. En tout cas, on va proposer un sujet sur toutes les bonnes questions qu'il faut se poser avant de rouler sur la neige et le verglas. Parce que, a priori, ça va un peu mieux la semaine prochaine, mais pas dans tous les coins. Et l'hiver est loin d'être terminé. Mais pour l'heure, on va parler d'environnement avec les voitures les plus respectueuses de l'environnement. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on accueille tout de suite Mathieu Lamarlière, qui est expert à l'UTAC. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment ça va? Et tous nos vœux pour 2024. Et bon anniversaire à l'UTAC. 100 ans. Enfin, 100 ans Montlhéry. Non, 100 ans à Montlhéry, bien sûr. Mais ça, l'UTAC, c'est Montlhéry, c'est vrai. mais ça s'écoute, ça s'entend. Ouais, c'est vrai. Pardon. Non, mais il n'a pas 100 ans, Mathieu. Pas encore. 100 ans, ça s'entend. Comme j'expliquais tout à l'heure à l'image de Euro NCAP qui teste la sécurité des voitures, il y a Green NCAP qui existe désormais, qui mesure l'impact environnemental, on va dire ça comme ça, des nouveaux modèles. Alors, il mesure les consommations de carburant et d'énergie, il mesure les niveaux de pollution à l'échappement, et tout ça aboutit à une note qui donne droit à des étoiles. Vous savez, Euro NCAP, tout le monde sait, c'est noté de 1 à 5 étoiles. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on va voir avec Mathieu quels sont les étoilés de l'année dernière. Exactement. Et j'aimerais bien demander à Mathieu, pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de l'UTAC, UTAC, juste un petit mot pour rappeler le rôle important de cette structure. Alors, l'UTAC, c'est un groupe d'essais de services divers aux acteurs de la mobilité, et notamment pour les essais d'homologation pour l'État français, et seul laboratoire officiel en France pour les essais Green NCAP. Voilà. Très bien. Bon, alors, les lauréats Green NCAP, donc les voitures les plus écologiques de l'année 2023. On va commencer par une voiture chinoise, il va falloir s'habituer, on va en avoir plein à chaque fois. C'est le chat génial. J'aime bien des fois la traduction. Donc, chat génial. C'est ça? C'est la Aura Funky Cat. Ah oui, vous m'aviez largué là. Ouais. Non, c'est ça. Alors, petite voiture qu'on voit encore très peu dans nos rues. Parce que, elle a été commercialisée dans certains pays d'Europe. Elle n'est pas encore arrivée chez nous, la Funky Cat. Mais c'est elle la numéro 1 pour l'instant, Mathieu? Alors, effectivement, elle remporte deux catégories. Donc, la meilleure dans la catégorie full électrique, donc véhicule pur électrique, et petite voiture familiale. D'accord. Ce qui est très intéressant, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est que cette voiture électrique, elle a un impressionnant score de charge, parce que c'est quelque chose d'habitude qu'on oublie totalement. On regarde la consommation. Alors vous avez mesuré la consommation de la voiture sur route, donc elle consomme de l'énergie électrique, mais ce qu'on oublie, c'est que quand on recharge la voiture, il y a des voitures qui sont meilleures que d'autres. En gros, je reprends l'image que je donne de temps en temps, c'est comme si vous faisiez le plein en mettant le pistolet au-dessus du réservoir, mais que vous en renversiez un petit peu à côté. Il y en a où on en renverse beaucoup, et il y en a où on en renverse très peu. Donc en fait, là, il y a une efficacité de charge qui est extrêmement bonne.
C'est ça. En fait, ce que voit l'usager sur son véhicule, il faut pas oublier qu'avant ça, il a tiré cette énergie sur le réseau, hein, et le rendement de charge ici est important puisqu'il va multiplier ce que vous consommez dans votre véhicule si déjà vous avez un mauvais rendement sur votre prise à la maison. Ouais, là, 93,2% d'efficacité de rendement, c'est vraiment très bien. Et comment vous faites vos tests, comme Mathieu, là, on va parler après des autres voitures, mais quel test vous leur faites passer ? Alors, on va un peu plus loin que les essais d'homologation, hein, tout ce qui est consommation est déjà vu à l'homologation. Côté Green & Cap, on pousse un petit peu plus loin en allant chercher le véhicule dans des conditions d'essai plus larges, donc on va le pousser un petit peu plus sur route, on va le pousser un petit peu plus aussi en essai laboratoire, sur des cycles autoroutiers avec des accélérations pied au plancher par exemple, qu'on ne fait pas forcément à l'homologation. Et puis vous allez tester par moins 7 degrés, ce qui en ce moment correspond un petit peu à la réalité, ce qui ne se fait pas à l'homologation. Effectivement, il y a un essai moins 7 degrés à l'homologation aussi, mais pas pour les véhicules électriques puisque c'est que pour les polluants. Là, on regarde aussi la consommation électrique et on regarde surtout, ce qui est très challengeant pour les véhicules électriques, le chauffage de l'habitacle, qui est, surtout, on le voit effectivement en ce moment, qui est un gros challenge pour les véhicules électriques parce qu'il n'y a pas le moteur qui chauffe l'air facilement à côté. Ouais, et comme il y en a beaucoup qui se posent la question en ce moment, est-ce qu'une voiture électrique ça consomme beaucoup plus quand il fait froid ? Vous donnez la réponse, elle est claire, hein, parce que la Funky Cat, elle est à 16 kWh au 100 de consommation moyenne, ce qui est plutôt un très bon résultat. Et quand on est à moins 7 degrés, elle a 26,4 kWh au 100. Donc on a tout intérêt à y aller modérément sur le chauffage, parce que quand la voiture roule, évidemment, elle consomme de l'énergie pour réchauffer l'habitacle. Il y a d'autres voitures, on peut avoir les noms. Oui, il y a d'autres voitures, il y a même... Alors il y a du diesel derrière. Il y a du français ou pas ? Du français, oui, il y en a. Ah. Il y en a. Tiens, on commence par le français. Allez, on revient sur le diesel, ça m'intéresse. Le Kangoo E-Tech, Mathieu ? Alors le Kangoo, lui, il a remporté la catégorie des petits MTV, multipurpose véhicules, donc c'est les véhicules plutôt familiaux pour l'habitacle optimisé pour transporter une petite famille relativement nombreuse. Donc le Kangoo E-Tech, lui, ça cible une utilisation quotidienne plutôt utilitaire pour des business moyens sur des petites distances parce qu'il y a une batterie relativement petite avec donc une recharge quotidienne. Mais c'est vraiment l'utilisation optimale de cet utilitaire en conditions urbaines. Ouais, vous avez mesuré une consommation, alors c'est 20 kWh au 100 km, hein, c'est ça correspond à peu près à l'homologation, donc c'est bien de le dire, parce que parfois il y a des gros écarts entre l'homologation et la consommation réelle. Dans la catégorie SUV, un autre véhicule électrique, Volkswagen. L'ID ? Ouais. ID5. ID5, exactement. Donc là, on trouve malgré une grosse batterie, une grosse masse, des consos assez faibles, ce qui lui permet de remporter cette catégorie. Ouais. Et puis parmi les véhicules essayés. Ouais, c'est vrai, consommation, là j'ai les consommations sous le nez, c'est vrai que c'est étonnant quand même. 16 kWh au 100 pour un véhicule de ce gabarit. Et le diesel alors ? Alors, il y a la Tesla S aussi dans les véhicules électriques, et vous avez décidé, vous allez nous expliquer pourquoi, de faire une catégorie pour les diesels. Alors, pourquoi Alors l'année dernière, vous aviez peut-être noté qu'on avait juste un lauréat qui était la meilleure note de toute l'année, de tous les véhicules essayés dans l'année. Oui, c'était la Dacia Spring. Exactement. Cette année, on a fait le choix, le Green & Cap a fait le choix de catégoriser ces récompenses. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il cible déjà quel type de véhicule il a besoin. Ça peut être une petite familiale. Une belle un gros SUV ou voilà, ou un véhicule thermique parce que il n'a peut-être pas les infrastructures de recharge facilement à son domicile pour se recharger. Donc on a décidé de valoriser aussi les véhicules thermiques. Très bonne idée. Puisque on va vivre encore avec des véhicules thermiques. Oui, pendant plus longtemps que prévu, je pense. Mais c'est bien, c'est une très bonne idée. Il y a des efforts de design qui sont faits par les constructeurs et aujourd'hui on arrive à avoir des véhicules relativement moins polluants que ce qu'on avait il y a quelques années
Et c'est important de les démarquer entre eux. Et du coup, là, la Opel diesel... Mokka, 1,5 litre diesel, avec une consommation mesurée, 4,5 litres au 100 dans des conditions d'usage normales. Je trouve que c'est extrêmement bien. Alors après, quand même, pour pondérer tout ça, le Mokka diesel, il a 3 étoiles Green NCAP. Les véhicules électriques dont on a parlé avant, ils sont à 5 étoiles. Oui, mais je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait à l'UTAC. Parce qu'il y a des gens qui ont encore besoin de rouler en diesel. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est bien, top. Bien sûr. On peut retrouver tous ces résultats, Mathieu, à quel endroit ? Alors, vous allez sur le site greenncap.com, vous avez tous les résultats sont détaillés, polluant par polluant, véhicule par véhicule. C'est assez ergonomique et sympathique à découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mathieu Lamarlière, expert à l'UTAC, d'avoir été sur l'antenne de Sud Radio dans On parle auto pour décrire un peu les voitures, on va dire, les plus propres, qui respectent le mieux l'environnement aujourd'hui. On vous embrasse, bon week-end. Merci vous aussi. Merci, au revoir. Une pause, et puis juste avant le retour de l'info de midi, c'est Olivier qui nous rejoint au 0800 26 300 300. Vous aussi, vous avez une question à poser, 0800 26 300 300. Vous n'hésitez pas, Jordan vous accueille actuellement au standard. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle auto sur Sud Radio, mais également sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux. Il y a Jean-Michel qui est arrivé aussi. Il y a Daniel qui est avec nous. Vous êtes nombreux à communiquer entre vous, à échanger. J'aime bien cette communauté de l'émission Sud Radio. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'acheter, oui ou non, une 2 chevaux prochainement? Eh bien, restez avec nous, car à 12h40 exactement, même un petit peu avant, 12h28, 12h, midi et demi, allez go, à un moment de l'apéritif avec modération, on va parler d'acheter une 2 chevaux de collection. Mais pour l'heure, eh bien, on vous accueille au standard de Sud Radio et c'est Olivier qui nous rejoint. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Jolie voix. Oui. Ah bon? Ah ouais, vous avez une voix toute douce, très agréable. Comment ça va? J'ai mon frère jumeau qui a déjà appelé, donc peut-être que ça vous rappelle la même voix. Peut-être. C'est la vie privée de Laurence, ça me regarde pas. Donc, Et pour Laurence, on est à J-12, hein. Faut tenir. Hein. J-12 le dry January. J-12, ça va se terminer pour vous. Ah, le dry January. Alors, on va être très honnête, Olivier, comme je l'ai pas commencé, vous voyez. Non, moi, ce genre de plan, c'est pas. Je peux comprendre, mais moi, ça ne me touche pas parce que je ne bois pas tout le temps. Déjà. Je voulais vous encourager, mais bon, c'est pas. Ça va pas être possible. Et avec modération, tout se passe bien à chaque fois, vous savez. Bon. Par contre, votre garagiste, lui, ferait bien de le faire, le dry January, parce que j'ai vu les photos que vous m'avez envoyées. Bon. Alors, racontez pour ceux qui écoutent là et qui ne sont pas au courant. Alors, j'ai fait changer un phare de voiture chez AD, un garage AD qui est très bien d'habitude, et celui-là il n'est pas recommandé. J'ai fait l'année dernière, ils sont trompés de côté, donc il y a eu un problème avec le rendez-vous. Je suis retourné l'année d'après. Vous n'avez pas roulé un an avec pas de phare? Attendez. Ouais, d'accord. Donc l'assurance l'a pris en compte avec le bris de glace. Et comme ça, c'était bon, je l'avais fait changer, j'y suis retourné parce qu'il était plus près de ce garage, il était à côté de chez moi. Et donc cette année j'y suis retourné, ils trouvent plus mon dossier. Au bout de 2 semaines, je les rappelle parce que je vais partir en vacances avec un phare neuf. Ils me disent non, vous êtes trompé de AD, ils se ressemblent tous, donc vous avez dû aller dans une autre ville. Donc, entre la Beaujoire, le gros stade de foot la Beaujoire et un carrefour la Beaujoire, il y en a qu'un AD. Ouais, puis vous n'avez pas eu de choc à la tête, vous, donc vous n'avez pas. Bon. J'avais perdu mon dossier, ils l'ont retrouvé. Ouais. Donc, alors, tout ça pour dire qu'en fait, ils m'ont pris en urgence parce que c'était la veille de partir en vacances. Ouais. Comme ils m'ont pris en urgence, ils n'ont pas fait de l'excuse pour ne pas faire d'état contradictoire à la prise en compte de la voiture. Donc, c'était ça, puisque j'étais pris en urgence, donc ils étaient bien gentils de me prendre. Ouais. Donc, ils n'ont pas fait d'état contradictoire. Je récupère la voiture. En fait, c'est ma copine qui est infirmière libérale qui la récupère, qui la met dehors, et moi, je vais la rechercher le soir après le travail. Donc je constate que la porte, donc vous avez vu la photo, la porte est abîmée sur environ 5-6 cm de hauteur. Oui, mais alors ça c'est typique en fait, la porte était ouverte. Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû reculer et en fait ça a tordu tout le chanfrin de la portière là. Enfin, donc il y a ça. Il y a quoi d'autre? Eux me disent qu'il n'y a rien dans leur atelier à cette hauteur-là qui peut abîmer une voiture. Donc, d'autres voitures qui reculent quoi. Ouais, une voiture qui recule ou le gars qui recule la voiture même à la main. Ouais. Enfin bon. Ben oui.
Donc ça plus l'anti-brouillard qui était décalé, on voit sur la photo aussi. Ouais. Et quand ils m'ont changé le phare, ils m'ont remis une ampoule traditionnelle de veilleuse. Donc j'avais un côté jaune, un côté blanc, parce que j'avais mis des LED. Donc je leur dis, je retourne au garage. Enfin, ça a mis une semaine parce que j'étais en vacances. Donc ils m'ont dit, vous faites des photos, vous revenez la semaine d'après, on vous répare tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, arrivé devant le chef d'atelier, nous on prend pas en compte, c'est pas chez nous. Je dis mais il n'y a pas d'état contradictoire, donc on fait comment? Bon, il m'explique parce que ils ont été bien gentils de me prendre, donc ouais. Et ils me disent de toute façon il n'y a rien à faire, c'est pour vous. Bon, alors là je leur dis, je sors mon arme que j'avais fait. Alors j'avais pris une vidéo de la voiture sur leur parking en la déposant. Voilà, tiens, pour tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui on a tous un smartphone, ou pratiquement tous. Ça prend quoi? Allez, ça prend 1 minute. De filmer. Voilà, vous mettez en route, on vous demande pas de faire un film d'auteur, vous faites le tour de la voiture avec votre smartphone et vous avez la preuve de l'état du véhicule. Voilà. Donc 1 minute aussi, c'est la fin de l'émission. Oui. Alors en fait, il m'avait dit, il n'y a pas la date, il n'y a pas de date. Alors il y avait la date sur la vidéo et il y a bien l'enseigne. J'avais bien pris l'enseigne sur leur parking et donc résultat ils ont tout réparé. Bon, heureusement, tout réparé. De toute façon, ils sont obligés. C'est le code civil qui leur impose. Il doit vous rendre le véhicule dans l'état où vous l'avez laissé, c'est tout. Donc, le problème, c'est que moi, je l'avais récupéré un samedi soir et ma copine, là, elle n'avait pas vu. Elle n'a pas vu, de la voiture. Et eux, ils ont joué là-dessus en disant, vous me l'avez pas dit, ils étaient fermés au moment où. Mais c'est aberrant la mauvaise foi. Enfin, il y a un moment. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. On les répare. En plus, ils sont assurés. Alors, je vois pas pourquoi ils font ce genre de problème. Et en plus, les AD, ils ont une bonne réputation. Mais oui, tout à fait. De Rosé, ils sont très bien. Je vais tout le temps chez eux. Et là, cette fois-ci, j'étais allé chez. Olivier, ça s'est réglé au final quand même. Alors, ça s'est réglé. C'est surtout que la solution, c'est toujours de faire le tour. Merci de partager. Les dépanneurs font ça maintenant. Quand ils prennent une voiture, un dépanneur, quand il prend une voiture, oui, c'est vrai. Ils cochent plus des petites croix partout. Ils font carrément le tour. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et Olivier, votre expérience va servir à beaucoup et merci de l'avoir partagé sur l'antenne de Sud Radio. Ouais, très bien. Bonne journée. On vous embrasse très fort et faites attention à vous. Et puis bonjour à madame. Oui, la libérale qui avait été victime des pneus qui n'avait pas été changé, qui n'avait pas été mis à l'arrière. Alors vous avez la poisse. C'est un grand classique. Et comme je sais que c'est sensible, les infirmières libérales, dans votre émission... on y fait très attention. Parce que grâce à elles, notre vie est plus douce et elles prennent des risques, même quand il neige, qu'il y a du verglas, qu'il y a du Covid. Elles vont travailler, on l'embrasse très fort comme toutes les infirmières libérales. Allez Olivier, passez un bon week-end. Quant à nous, on va laisser l'info revenir dans quelques instants sur Sud Radio. Et puis on va parler pneus, les questions qu'on se pose avant de prendre la route, de rouler sur de la neige et du verglas, c'est dans On parle auto, juste après le journal de midi. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et tout de suite, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Merci à vous d'être en notre compagnie pour On parle auto. Encore un grand bravo à vous tous, puisque, je vous le rappelle, grâce à vous tous, l'ami Jean-Luc nous l'apprenait, on le savait, mais bon, on l'a rappelé quand même en début d'émission. Sud Radio célèbre une performance exceptionnelle dans tout ce qui est radio digitale, entre autres et radio normale, avec une croissance de l'écoute digitale en décembre de plus de 62%. Je peux vous dire que c'est vraiment la meilleure progression de pas mal de radios, et ça, c'est grâce à vous, quoi. Prenez les 20 plus grandes radios, c'est la plus grosse progression sur le digital des 20 premières radios. Toute l'équipe, donc on est heureux et c'est grâce à vous qui nous écoutez partout. Évidemment côté radio classique, DAB+, sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, etc., sur vos applis. Bon, allez, au programme de notre deuxième heure, nous allons peut-être proposer d'acheter une Citroën 2 chevaux de collection. Ouais, exactement. Tiens, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais avoir en plus dans ma collection que je n'ai pas? La Dodoche. Une Dodoche, ça va bientôt être rétromobile, donc ça reste la voiture préférée des collectionneurs français, la 2 chevaux. Qu'est-ce qui explique ce succès? On va essayer de détailler ça avec Stéphane Vimez, que vous connaissez aussi, qui est directeur général du Méray Club de Cassis. Mais on parlera aussi derrière voiture d'occasion. Très bien. Le marché 2023 de la voiture d'occasion a été, alors on va dire,
ni bon ni mauvais, ça fait un peu normand, mais il y a quand même des grandes tendances, en particulier la baisse du prix des voitures. On va essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'après la Covid, ça avait explosé, et là ça revient sur un plateau et peut-être que ça redevient normal. Voilà, alors quelles sont les voitures les plus prisées? On remarque que les voitures âgées représentent plus de 55% des ventes de voitures d'occasion quand même. On va détailler tout ça. Évidemment, vous aussi au 0800 26 300 300, vous avez une question à nous poser, appelez maintenant pour la poser dans le courant de notre émission. Vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet de votre mail. Évidemment, vous pouvez réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Et évidemment, si ça glisse trop chez vous, restez au chaud, prenez pas vos voitures. Mais si on ne peut pas faire autrement, quelles questions se poser pour nos pneus sur neige et verglas? C'est maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et c'est notre ami Dominique Stamfel qui est avec nous, président du syndicat du pneu. Bonjour Dom. Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Bon Dominique, les années se suivent et hélas se ressemblent. Dès qu'il tombe un peu de neige, on se rend compte que c'est une grosse pagaille. Je vais vous poser... Alors la première question, est-ce qu'il faut carrément interdire aux gens qui ne sont pas équipés de rouler quand il y a de la neige? Ça se fait ailleurs? Alors ça se fait en Allemagne. Effectivement, les Allemands sont très pragmatiques. Ils obligent les véhicules circulant en Allemagne à être équipés de pneumatiques hiver, donc badgés 3 PMSF, donc c'est hiver ou 4 saisons. Et dans le cas où les véhicules ne sont pas équipés, ils sont interdits de sortie en cas de conditions de circulation hivernale, c'est-à-dire neige ou verglas. Voilà. Et en cas de sortie de ce type de véhicule, il y a une amende qui est très très forte et surtout il y a une déchéance de l'assurance, c'est-à-dire que l'assureur ne couvre pas les accidents qui sont provoqués par des véhicules non équipés. Waouh. Voilà. Ça en France, ça pourrait pas exister. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas Je vous rappelle les gilets jaunes. Oui, c'est sûr. Mais bon, la pagaille quand même qui a eu lieu en région parisienne est très significative. Alors en plus, et je veux pas me fâcher avec les Parisiens, mais très clairement, ce sont des automobilistes qui sont peu aguerris à la conduite en hiver. On n'a pas ce genre de problème en montagne. Bon, les utilisateurs montagnards, eux, ils savent. Non, puis ils sont équipés aussi. Voilà, ils sont équipés. Non, puis on a eu des pluies verglaçantes, ça, on n'en a pas tout le temps non plus. Parce qu'il y a les bonnes questions à se poser. Alors, je vais défendre mes sur la neige, est-ce que je peux rouler dans une relative sécurité? Déjà, tiens, quelle est la différence d'adhérence entre un pneu été et un pneu hiver sur la neige? Et après, une différence sur les pneus sous-gonflés et les pneus bien gonflés. Ouais. Alors sous-gonflé. Alors la différence d'adhérence, moi je vais vous donner deux chiffres. Sur chaussée sèche, la différence de freinage à 80 km/h entre un pneumatique été et un pneumatique hiver, en dessous de plus 7 degrés, c'est 4 mètres. C'est la largeur d'un passage pour piétons. C'est la longueur d'une Clio, donc vous ratatinez la Clio qui est entre les deux. C'est ça. À 80 km/h sur la neige, c'est 30 mètres, c'est-à-dire la longueur de 2 semi-remorques. Oui, donc on se rend mieux compte dans les images que tout le monde a vues à la télévision que ceux qui ne sont pas équipés, ils ne doivent pas prendre leur voiture. Il n'y a rien à faire. Bon, on est d'accord aussi que sur le verglas, même quand on est équipé, il faut être extrêmement prudent. Alors même quand on est équipé sur le verglas, effectivement, il faut être très très prudent et très franchement, on n'a jamais remplacé les pneumatiques cloutées en usage sur des chaussées verglacées. Dominique Stamfel, vous qui êtes président du syndicat du pneu, est-ce qu'on a une idée du chiffre du pourcentage des Français qui changent vraiment leurs pneus au moment de l'hiver? Alors on a deux solutions, je rappelle Laurence. La première, c'est effectivement d'avoir une alternance pneu-été, pneu-hiver. Là, en l'occurrence, c'est 15% des ventes de pneumatiques chaque année, sachant que d'après les dernières études qu'on a effectuées, les utilisateurs montagnards continuent à utiliser des pneus hiver parce qu'ils savent très bien que c'est la meilleure solution pour pouvoir assurer leur sécurité et leur motricité. Mais les manufacturiers, depuis 8 ans maintenant, ont créé une nouvelle catégorie de pneus intermédiaires entre des pneus été et des pneus hiver qui s'appellent les pneus
toute saison, qui apporte de bonne qualité d'adhérence sur chaussée glissante. Et ça permet de ne pas alterner les pneumatiques et de garder le même type de pneumatique été comme hiver. L'utilisation ou le montage de ce type de pneu fait son chemin, puisque l'année dernière, c'est près de 1 pneu sur 3 qui a été vendu en catégorie toute saison. D'accord. Bon, ça avance. Laurence, tout à l'heure, parlait... ça avance bien. Ouais. Laurence parlait tout à l'heure de la pression. Oui. Ça a une influence pour rouler sur la neige, la pression du pneumatique ? Alors ça a une influence effectivement pour rouler sur la neige comme pour rouler sur le sec. Il faut gonfler le pneumatique à la pression nominale en faisant attention sur un point, c'est que la température extérieure basse fait chuter la pression dans les pneumatiques par 10 degrés d'écart de température. La pression baisse de 0,1 bar. Donc, ce qui veut dire que si vous avez fait votre pression... S'il fait moins 7 ou moins 10, si vous avez fait votre pression quand il faisait 15 degrés, il vous manque 0,2 ou 0,3 bar. C'est ce que m'a dit ma voiture ce matin. 0,3 bar. Et ce qu'on conseille, c'est que si on fait la pression à l'abri, dans un garage où la température est de 15 ou 20 degrés, là en l'occurrence, il faut gonfler un peu pour prévenir en fait la baisse de température par rapport à l'extérieur. Ouais, parce que sur la neige, on est d'accord, il vaut mieux avoir un pneumatique un peu plus gonflé puisque c'est la pression sur la neige qui crée l'adhérence. Tout à fait, la neige ou le verglas. Oui. Ouais. Donc, il faut continuer à surveiller sa pression même en hiver. Dominique, question que plein d'automobilistes ne se posent pas. Je suis avec un 4x4 ou un SUV, je suis plus en sécurité ou pas ? Alors non, plutôt moins même, parce que les 4x4 ont 2 inconvénients. Ils sont plus lourds du fait de leur taille. Et ils ont un centre de gravité qui est plus haut, donc en fait un SUV met moins en sécurité qu'une berline traditionnelle. Donc a fortiori sur un SUV, il faut l'équiper correctement. Et puis il faut faire attention au fait que les SUV sont commercialisés en grande majorité en 2 roues motrices, et pas en 4 roues motrices. Très bonne question. Et puis aussi souvent avec des pneus extrêmement larges. Et on est d'accord que sur la neige, plus un pneu est large, moins il est bon. Alors ça, c'est plutôt général d'ailleurs, parce que quand on rencontre des automobilistes expérimentés qui vous disent vous allez parler de 2 chevaux. Moi quand j'avais une 2 chevaux... moi avec la 2 chevaux sur la neige, c'était génial. J'habitais en montagne, j'avais pas de pneus hiver ou pas de pneus neige, je passais partout, mais c'était des pneus qui étaient très étroits, qui faisaient 125 mm de large, avec des adhérisations transversales donc qui donnaient du grip. Aujourd'hui, pour des raisons de confort et de silence, les pneumatiques ont très très peu d'adhérisation. Ils ont des grandes plages lisses et on imagine bien que ce type de pneumatique sur la neige ou sur le verglas ont un gros déficit de sécurité. Et en plus, effectivement, Jean-Luc, vous avez raison, pour supporter le poids le plus important des véhicules, ils sont très larges. On a une question de Vince d'ailleurs là-dessus. Alors attendez, je fais très vite parce que je crois que le temps est compté. Vince qui nous dit, j'ai une question rapide. Hello à toute l'équipe. Est-ce qu'une 4 roues motrice électrique est plus efficace qu'une essence en 4 roues motrices sur neige ? Non, parce qu'une 4 roues motrices électrique est des plus lourdes. Elle a des pneumatiques plus larges. Alors d'une manière générale, toutes les 4 roues motrices, alors si elles n'apportent pas une sécurité supplémentaire sur le verglas, elles apportent quand même de la motricité, puisque là en fait on a 4 roues qui apportent de la motricité au véhicule, et c'est certain que les 4 roues motrices, que ce soit dans la neige ou plus généralement dans la boue, apportent plus de motricité. Oui. Néanmoins, en haute montagne, là où les chaînes ou les chaussettes sont obligatoires, parce qu'on a toujours cette possibilité d'avoir une obligation pour rejoindre une station en haute montagne. Effectivement, quand on a une 4 roues motrices, on a tout intérêt à monter 4 chaînes ou 4 chaussettes sur le véhicule pour donner du grip sur les 4 roues. Sur les 4 roues, ouais. Et on aurait aussi tout intérêt, vu le prix assez faible des chaussettes, même quand on est dans des régions comme la région parisienne, à avoir une paire de chaussettes dans le coffre qu'on met éventuellement 1 ou 2 fois par an quand ça neige, quoi. Si on veut pas faire l'investissement de pneumatiques hiver, c'est une solution alternative. Alors, elle est pas parfaite parce que quand on passe sur une plaque de verglas fortuite et qu'on a des chaussettes dans le coffre, ça sert pas à grand chose.
Maintenant, ça peut effectivement dépanner, c'est une solution alternative. Alors des chaussettes, il y en a à partir de 40 ou 50, ça on peut en trouver, euros. Voilà. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Et soyez prudents. Ouais. En tout cas, sur la neige ou sur le verglas, roulez doucement. Et puis tout le temps, soyez prudents, parce qu'on a nous qui roulons, et puis il y a aussi les copains qui prennent la route avec nous. Donc faisons attention à nous, mais à ceux qui nous entourent. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci, Dominique. À suivre dans On parle auto, puisqu'il est 12h15. On va vous proposer d'ici quelques minutes d'acheter, pourquoi pas, une 2 chevaux de collection. Mais surtout, on va vous donner la parole juste avant, vous, au 0826 300 300. Et c'est Laurent qui nous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et je vous rappelle les rendez-vous, avant 13h, si vous nous rejoignez à l'écoute de On parle auto, nous allons parler du marché de la voiture d'occasion, avec le bilan 2023 et puis en 2024, est-ce qu'on va pouvoir continuer à les vendre aussi cher ou pas? On parlera d'acheter une voiture de collection qui est la 2 chevaux, mais tout de suite, on donne la parole à Laurent qui a composé le 0826 300 300. Salut Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Comment ça va? Et tous nos vœux. Ça va, impeccable, oui, meilleurs vœux, bonne année. Bah oui, à vous aussi, vous habitez où? Je sais pas si je vais vous le dire. Allez. J'habite sur la côte chalonnaise en Bourgogne, entre Givry, Reuilly. Au revoir. Laurence, elle est maudite. Non, au contraire, c'est que du bonheur de partager les belles choses, les beaux endroits, les jolis vins. Tout à fait. Avec modération et voilà. Oui. Oh, c'est bien. Oh, j'adore. Bon, l'adresse de Sud Radio pour envoyer une quille, 0. On vous écoute, Laurent, pardon. Voilà, je suis l'heureux propriétaire d'un Lexus RX 450 de 2012 qui a 187 000 km. Donc il vient de finir son rodage. Tout à fait. Mais malgré tout, j'aurais envie de pouvoir en prendre un plus récent. Donc j'ai regardé des annonces. Je recherchais un modèle à peu près 2019-2020. Et j'ai été très surpris parce que pour moi, alors j'ai eu plusieurs Lexus, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule motorisation. Je suis d'ailleurs toujours persuadé qu'il n'y a qu'une seule motorisation, mais quand on regarde les annonces, on voit des choses très très bizarres. Il y a des moteurs qui rejettent 130 grammes de CO2 au kilomètre, d'autres 180. J'ai du mal à m'y retrouver. Alors, c'est normal. C'est pas vous. Vous n'avez pas eu de choc à la tête, rassurez-vous. Voilà, le moteur c'est le même. Moteur V6, deux moteurs électriques, 313 chevaux, 335 Nm de couple. Il y a eu une légère différence. Enfin, c'est pas une légère différence, une différence importante entre le modèle 2019 et le modèle 2020. Pourquoi ? Parce que en mars 2020 est entrée en vigueur une nouvelle réglementation d'homologation qui s'appelle WLTP et qui remplace le NEDC qu'il y avait avant. Le cycle d'homologation NEDC qui était franchement... C'est bien pour le Scrabble. Le cycle qui était franchement bidon, c'était n'importe quoi. Tout le monde le relevait à chaque fois qu'il passait à la pompe. On avait des consommations qui étaient très très loin de la réalité. Maintenant, on est un peu plus près de la réalité et ça a engendré à l'homologation une augmentation des consommations mesurées qui va de environ 20 à 35%. Donc, le même moteur mesuré selon le cycle EDC, en l'occurrence sur le RX 450H, était à 5,9 litres en NEDC, il est passé à 7,6 litres en WLTP, mais ça n'a rien changé. La voiture, elle consomme pas plus. Elle consomme la même chose, c'est juste que on est plus près de la réalité dans la deuxième mesure. Voilà. Donc ça, alors en plus le WLTP, ce que vous pourrez voir également, c'est que en fonction de la finition de la voiture, vous avez des valeurs d'émissions de CO2 qui peuvent être différentes, puisque le WLTP prend en compte toutes les options qui sont rajoutées sur la voiture. En clair, si vous avez des roues avec des pneus plus larges, eh bien vous aurez une consommation plus élevée, et ça, le WLTP le prend en compte, alors que le NEDC n'en tenait pas compte.
Donc oui, j'ai vu des fois il y a juste 2-3 grammes. Ouais, c'est ça, mais c'est les roues, ça. C'est les roues, c'est un équipement supplémentaire qui va faire consommer un petit peu plus, mais il y a rien de changé. Ah si, il y a un truc changé aussi, c'est que le calcul de la puissance fiscale a été aussi modifié, et là on passe de 15 à 16 chevaux, et pourtant c'est exactement le même moteur. Et comme maintenant en plus on paye les cartes grises pour ces véhicules-là, parce qu'il y a eu une époque bénie où pour les voitures hybrides on payait pas. Bon là, ça coûte un peu de sous, quoi. Voilà, vous êtes dans le coin où vous êtes, vous connaissez le prix du cheval fiscal, non? Pas du tout. Aux alentours de 50 euros. De toute façon, la moyenne, ça doit être 55 euros en France, donc vous devez pas en être loin. Voilà. Faut juste prévoir ça. Mais c'est la seule différence. Après, dans celui que vous voulez acheter, c'est quoi votre budget? Ouais, j'avais prévu entre 45 et 50 000 euros. Ah ouais, non, vous êtes large. Vous êtes large, hein. Bon, j'ai regardé, on trouve des véhicules qui ont à peu près 50 000 km. Ouais, mais c'est un bébé, là. Ouais. 50 000, ouais. Oui. Mais sort de l'usine, je me posais la question, parce que, en fait, c'est vrai que le seul défaut que je trouve maintenant, enfin, il faudrait moins d'acheter un neuf, c'est qu'il soit pas en rechargeable. Et le modèle en dessous, le NX en rechargeable, avait l'air sympa, mais on passe sur un 4 cylindres, quoi. Non, là, si vous passez d'un RX à un NX... ça va vous faire drôle. Oui, il y a l'effet mobilette. Exactement. C'est exactement ça. En plus, vous habitez dans une région où ça monte et ça descend. Et l'avantage du gros V6, c'est que dans les côtes, il mouline pas. À part quand on écrase vraiment la pédale d'accélérateur. Alors, s'il y a quand même une petite différence à noter c'est barbare, entre le MC19 et le MY22. Donc, c'est les deux. Il y a eu une évolution un petit peu stylistique entre les deux, mais surtout, alors c'est peut-être important pour vous. La tenue de route, le véhicule est plus dynamique dans sa version MY22. Le comportement est un peu moins pâteau que celui que vous avez. D'accord. Donc ça peut être mieux dans les virages. Oui, c'est une super voiture. Hein. Non, mais c'est pas fait pour rouler sportivement. C'est plus confortable, mais voilà, c'est pas une voiture de sport. Oui, non. Bon. Donc, mais on peut faire des grands trajets avec sans problème. Et puis surtout la fiabilité, quoi. C'est ça. Non, mais de toute façon, l'ami Jean-Luc, il est amoureux de Lexus, alors. Nous, on en a eu plusieurs, et puis à côté, on a des Toyota, donc pareil. Qualité, quoi. Bon, super. Quand on y touche, c'est ça. Mais voilà. Mais moi, je précise que mes voitures, je les achète. Je les achète d'occasion, parce que j'ai pas les moyens de les acheter neuves, mais je les achète. On ne me les donne pas. Ça veut dire que si je dis que c'est bien... Il y a des gens qui disent qu'ils vous les donnent. Non, ça veut dire que si je dis que c'est bien, j'ai aucun intérêt financier derrière ça. Voilà, c'est juste parce que j'aime bien ce qui est fiable. Si vous me demandez ce que j'ai comme moto, j'ai une moto japonaise aussi. J'ai eu un scooter Piaggio, plus jamais. Et est-ce que ça vous dirait d'acheter une 2 chevaux de collection? Alors ça, oui, justement. Alors, bougez pas l'ami Jean-Luc. Laurent, restez avec nous aussi à l'écoute de Sud Radio. Nous allons parler de acheter une voiture de collection, la Dodoche, dans quelques instants, et on va tout vous dire dessus. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et dans notre joli rendez-vous Classic Cars, alors moi c'est très revival ce qui va se passer, limite régressif, car ça a été ma première voiture après le permis. Moi aussi. Ouais, on va accueillir tout de suite Philippe Boger. Non, c'est pas tout de suite, c'est Stéphane Vimez qui est directeur général du Méhari Club de Cassis. Philippe, ce sera juste après sur le marché de l'occasion. Oui, il pourrait nous parler, Philippe, aussi de deux chevaux. Du marché de l'occasion. Oui. Parce que Philippe, je vous dirai tout à l'heure, mais je pense que on va l'avoir assez souvent au téléphone. D'accord. Bonjour Stéphane. Stéphane Vimez. Bonjour Jean-Luc. Ça va Stéphane? Ça va super. Est-ce que vous voulez que je laisse Philippe faire la chronique Non, ça va aller. Allez, m'en voulez pas. Vous avez des boulettes, j'en ferai encore toute l'année. C'est une bonne résolution que j'arrive pas à tenir. Vous avez bien démarré en expliquant que la 2 chevaux, c'est votre Madeleine de Proust. Ah ouais. C'est exactement, mais pour beaucoup d'automobilistes français. D'abord parce que les gens un peu âgés comme nous, ils ont roulé en 2 chevaux quand ils étaient jeunes. Mais même les collectionneurs plus jeunes aujourd'hui s'intéressent à la 2 chevaux. C'est ce qui fait que la cote, c'est significatif, grimpe régulièrement depuis des années. Bon, ça vaut combien déjà une 2 chevaux en bon état aujourd'hui, Stéphane? Aujourd'hui, ce que je conseille souvent aux personnes qui me posent la question, il faut avoir un budget qui est aux alentours de 10 000 euros minimum à 10-12 000 pour avoir un véhicule qui soit sain, c'est-à-dire notamment qui soit exempt de toute corrosion sur le châssis, parce que c'est là où
c'est plus compliqué quand la corrosion est apparue sur le châssis. Donc c'est ce budget-là à minima qu'il faut compter aujourd'hui pour une belle de chevaux. D'accord. Les modèles les plus prisés sont lesquels, si on laisse de côté les modèles exceptionnels comme la 2 chevaux Sahara, 4 roues motrices, 2 moteurs, qui vous permettraient d'ailleurs, parce que je suis obligé de vous balancer, d'arriver peut-être à grimper les pistes, puisque vous êtes au ski, c'est ça? C'est ça, j'en profite. Non, écoutez, en gros, souvent, on font rêver les toutes premières 2 chevaux parce que c'était un peu le mythe et on les a vus dans pas mal de films. Mais quand les gens passent à l'acte, souvent, ils recherchent les plus récentes parce qu'ils veulent le 602 cm3 qui a un petit peu plus de puissance et qui fait un véhicule plus roulant. Et ils cherchent souvent les freins à disque. Qui les rassurent, alors qu'en fait, les freins à tambour bien réglés, ça fait très très bien. Souvent, quand les gens passent à l'acte, hein, ils ont ce souvenir d'enfance et ils veulent pouvoir rouler le week-end dans ce mythe qui est la 2 chevaux, ils vont rechercher des voitures de dernière génération, donc les 602 cm3 avec les freins à disque. Oui, parce que, alors, ça roule à combien les dernières générations? 2 chevaux 6, hein, c'est ça? Ouais. Par rapport à celles qui étaient encore avec des petits moteurs 425 ou même plus petits que ça encore? Ouais, on peut se faire flasher. Parce que, ouais, à 30 aujourd'hui, on peut se faire flasher. On tient un 110 sans problème. Donc, on ne se fait pas pousser par les camions. Ça, c'est avec une 2 chevaux 6, ça, hein, 110. Avec une 2 chevaux 6, ouais. Alors que si on prend un 425 ou un 435, c'est sûr qu'il vaut mieux rester sur les nationales ou départementales parce que, bon, c'est du 90 km/h. Donc, quand on se retrouve sur une voie plus rapide, c'est moins confortable parce qu'on est un peu collé par les camions, donc la 2 chevaux 6 est plus multi-usage. Mais quand on est sur une route de campagne à 60 ou 70, ça marche très bien aussi. Hein. Ouais. Mais, puis moi, je me souviens, dans ma famille, il y avait une 2 chevaux, une des toutes premières de 48. Et alors, il y avait les essuie-glaces qui n'étaient pas électriques. Il y avait plein de trucs. Donc, peut-être que ceux qui ont la nostalgie se diraient tiens, c'est bien d'acheter un véhicule comme ça, mais à utiliser tous les jours, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est clair. C'est que les toutes premières avaient cette magie de planches de bord très épurées. On était vraiment dans l'esprit hyper minimaliste qui était à la base de la conception de la 2 chevaux. Et c'est sûr que au fil des années, elle a pris. Il y a pas eu des tonnes d'équipements, mais il y a quand même quelques équipements de confort qui la rendent plus facile à usage et qui la rendent plus propre à un usage quotidien en fait. Bon, alors je veux acheter une 2 chevaux. Oui, donc on a compris plutôt une 2 chevaux 6. Il faut que je mette entre 10 et 12 000 euros pour avoir un modèle correct. Il faut que je regarde quoi quand j'achète la 2 chevaux? Alors, il faut regarder souvent le châssis. Hein, il faut pas acheter la voiture sans photo. Ça arrive encore, parce qu'elle peut être belle de loin et loin d'être belle, comme on dit. Donc, il faut se pencher en dessous et regarder le châssis. C'est-à-dire que si vous voyez des traces de corrosion sur le châssis, c'est généralement très mauvais signe parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est entièrement corrodé et donc ça veut dire un changement de châssis. Et après, la corrosion, elle apparaît très souvent sur la baie de pare-brise. Donc au pied du pare-brise à l'avant, et puis au niveau des joues d'ailes, donc les intérieurs d'ailes et les planchers. Donc il faut soulever les tapis de sol et on regarde l'état des planchers et on regarde s'il y a la présence de corrosion. C'est vraiment ça. Que la sellerie soit pas en bon état, c'est rien du tout. Que la capote soit usée, c'est rien du tout. Mais voilà. La mécanique, c'est fiable? Oui, la mécanique est hyper fiable. En plus, on trouve encore plein de garagistes, plein de clubs de passionnés qui vous aideront. C'est quand même la magie de cette auto. C'est que non seulement vous allez pouvoir trouver toutes les pièces détachées, mais en plus, vous pouvez faire beaucoup de choses vous-même. Donc, c'est aussi ça peut être un hobby. Oui, c'est cher, parce que vous dites on trouve toutes les pièces détachées chez Mercedes aussi, hein, mais bon... Non, on est dans un marché qui est très dynamique, hein, parce que comme il y a beaucoup de voitures dans le parc roulant, on estime à 100 000 de chevaux restantes en France, donc c'est énorme. Donc il y a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup d'opérateurs qui aujourd'hui se concurrencent, donc on a un marché qui est très dynamique et les clients ont le choix du prix, de la qualité, et voilà. Donc je pense que c'est une grande chance en France de pouvoir avoir ça. Donc c'est beaucoup moins cher que évidemment des véhicules allemands qui traditionnellement quand même ont une politique pièces détachées qui est assez chère, et même les voitures anglaises qui sont très répandues, on est sur des tarifs qui sont inférieurs aux pièces détachées des voitures anglaises. D'accord. Ça coûte pas. On va prendre des exemples. Un châssis, on parlait tout à l'heure. On se dit grosse réparation. Ouh là là, faut que je change le châssis. Ça coûte combien? Le châssis en lui-même, hein, si vous prenez une pièce adaptable, vous êtes à l'entour de 700 €, et un châssis d'origine, on va être à 1200, 1300 €. Alors tiens, petite pause Stéphane là. Ouais. Entre l'adaptable et l'origine, il y a une vraie différence?
Alors, c'est pas moi qu'il faut poser la question, parce que je fabrique les châssis d'origine, mais oui, je le dis haut et fort. Alors, d'abord, il y a une différence technique, c'est que on utilise toutes les pièces détachées avec les outils d'origine du constructeur, donc on garde le côté un peu patrimonial de la voiture, parce qu'elle a un châssis qui est complètement conforme au cahier des charges initial, et on a fait des tests parce qu'on les a passés au banc, et la plupart des châssis adaptables n'ont pas les mêmes niveaux de torsion et de... Il y a moins de rigidité. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Bon, après, pour de la balade, il y a des gens qui considèrent que c'est pas nécessaire, mais voilà, il y a quand même une vraie différence. Si vous avez des châssis fabriqués en France, donc c'est aussi dans des ateliers qui sont labellisés entreprises du patrimoine vivant. Donc c'est une part du patrimoine et de l'histoire de l'automobile française que vous achetez en même temps. Il n'y avait pas de souci. On a eu plusieurs fois dans l'émission des soucis de rouille sur certains vieux véhicules. La de chevaux, elle était c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, le châssis, les planchers. C'est la maladie. La maladie des vieilles autos. Mais on est sur des taux très fines. Mais par contre, si j'achète des pièces, vous me dites d'origine neuve, j'aurais plus ces soucis-là. J'imagine que vous n'êtes pas resté au standard de l'époque en matière d'acier. Exactement. En fait, d'abord, le souci, c'est quand l'eau pénètre à l'intérieur du châssis. Donc là, on fait un traitement d'icor creux, c'est-à-dire qu'en fait, basiquement, on injecte de la cire pour boucher les trous, les cavités dans lesquelles vient se loger l'eau, et elle stagne, et après, elle génère la corrosion. Et en termes de traitement anti-corrosion, on fait la cataphorèse d'origine, mais on fait de la galvanisation, qui est un traitement anti-corrosion beaucoup plus moderne et qui protège beaucoup mieux le châssis. D'accord. Donc on n'aura plus, moins des soucis de corrosion si on remplace des pièces par des pièces neuves. Ça coûte combien la restauration? Si je veux, alors je veux pas m'embêter, je suis pas bricoleur. Moi par exemple. Et Laurence veut une 2 chevaux neuve, neuve ou presque neuve. Ça coûte combien un modèle restauré? Alors, nous, on est vraiment, on se positionne tout en haut de la gamme. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a des clients qui veulent des voitures comme si elles sortaient de l'usine de Levallois. Et donc, on part d'un châssis neuf et on reconstruit une voiture entièrement à partir de pièces neuves. Donc, c'est une opération qui prend plus de 110, 120 heures. Et il y a 16-17 000 euros en valeur de pièces. Donc, on est sur une voiture qui sort à 24, 25 000 euros en fonction des options que vont nous demander les clients. Donc, on est sur des montants qui sont importants, mais encore une fois, il y a de la manœuvre et de la pièce. Et très souvent, d'ailleurs, c'est la beauté de la 2 chevaux, je le répète, c'est que il y a des gens qui font aussi eux-mêmes, ou alors qui font des restaurations intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils vont pas repartir systématiquement de pièces neuves, parce que il y a parfois des pièces que vous pouvez récupérer. Oui. Bon. Dernière question, Stéphane, on vous verra à Rétromobile? Oui, tout à fait, comme chaque année. On sera cette année sur le stand de Mobiliance sur deux facettes. Hein. La facette rétrofit qu'on continue à pousser pour les nouveaux utilisateurs, les enfants, petits-enfants de nos clients actuels, et puis la face véhicule historique, hein, puisque Mobiliance a une filière de véhicules historiques. Et puis on aura un clin d'œil amical pour le stand voisin des entreprises du patrimoine vivant, parce que cette année à Rétromobile, on met en avant les savoir-faire français traditionnels. Donc il y aura un très beau stand pour les entreprises du patrimoine vivant. C'est pas de la mécanique, c'est de l'art. C'est de l'art, exactement. Alors vous serez donc sur le stand de Mobiliance, vous embrasserez nos amis du syndicat des professionnels de l'automobile, et puis vous viendrez quand même nous voir sur le stand de la 4L, parce que nous on sera sur Renault. Il est en face. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, sur le stand, nous on aura une Renault 5 rétrofitée en clin d'œil pour le stand d'à côté. Super. On vous voit sur Rétromobile, donc c'est à partir de la fin du mois de janvier et jusqu'au 5 février, nous y serons en direct le samedi 4. Stéphane Vimez, directeur général du Méhari Club de Cassis, qui skie donc en ce moment. Faites attention à vos genoux. Morgane ici a laissé le sien la semaine dernière. Allez, dans quelques instants, on parle des voitures d'occasion. Est-ce qu'on va les vendre aussi peu cher, encore plus cher en 2024? On fait ça tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Alors là, le temps glisse trop vite, l'ami Jean-Luc. Il est déjà pratiquement 1h moins le quart. Et nous sommes donc dans le dernier quart d'heure dont on parle auto. Merci d'être avec nous. Alors, sans plus attendre, on va tout de suite accueillir Philippe Bauger, qui est directeur général des concessions du groupe Dubreuil. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Mais on se connaît, nous, en plus. On a déjà fait une émission ensemble, d'ailleurs. Ah bon? Mais sur une chaîne de télévision. Privée, a l'air très, comment dire...
On parle du marché de la voiture d'occasion. On a fait connaissance cette semaine par téléphone avec Philippe, qui aurait pu faire la chronique d'avant sur la 2 chevaux d'ailleurs, presque. Hein, on est d'accord. Écoutez ça avec attention, c'est un régal. Oui. Vous avez une Dodoge donc? Une Méhari plutôt. Ah, une Méhari. Et une Ami 6. D'accord. Ah une Ami 6, oui. Bon, voilà. Groupe Dubreuil, c'est quoi? Le groupe Dubreuil, c'est un groupe vendéen qui fait 7 métiers différents, qui a une compagnie aérienne, qui fait aussi de l'agricole et qui a des concessions automobiles, une 50aine de concessions automobiles, des marques de Stellantis, donc Peugeot, Citroën, Opel, DS et Maserati. Bon, le marché de l'occasion, il se porte pas trop mal. Il s'est vendu 5 245 000 voitures l'année dernière. 55%, moi c'est un des chiffres qui m'a marqué, 55% c'est des véhicules qui ont plus de 8 ans. Est-ce que ça veut dire que le marché de l'occasion s'oriente doucement vers des véhicules de plus en plus anciens, parce que les gens n'ont pas forcément les moyens? C'est un fait établi. Hein. Moi, j'avais révisé mes notes, Jean-Luc, avant l'interview. Donc, moi, j'avais 48% des voitures qui avaient plus de 10 ans. Donc, effectivement, il y a un phénomène de fond. Bon, d'abord, les voitures on a parlé de chevaux tout à l'heure, mais les voitures sont quand même plus fiables, plus costauds, plus durables, à condition qu'on les entretienne et qu'on en prenne soin qu'avant. Donc, c'est pas non plus indécent aujourd'hui de rouler avec une voiture qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans. Si on entretient bien, les prestations, elles sont satisfaisantes. Hein. Les airbags, l'ABS, tout ça, ça existe depuis 15-20 ans. La clim aussi. Donc, on peut pas reprocher aux Français non plus de rouler dans des voitures d'occasion. Et puis, il y a beaucoup de foyers qui sont multimotorisés aussi. Donc, et les voitures d'occasion sont de plus en plus entretenues aussi, donc elles durent bien. Si on en prend soin, une automobile, ça peut durer bien plus longtemps que ce qu'on a connu. Je sais que Jean-Luc est passionné de voitures anciennes comme moi. Bon, si on prend soin d'une auto moderne, elle peut durer des années. Donc, l'âge moyen du parc automobile aujourd'hui, c'est quasiment 12 ans. Hein. En 2011, c'était 8 ans. Qu'est-ce qui se vend bien en occasion en ce moment ? Alors, c'est très paradoxal, ce qui se vend très bien en occasion en ce moment, c'est soit une voiture de plus de 15 ans, et là, c'est pas strictement dans le cadre de ma profession. Sinon, le marché des 2 à 5 ans, qui est le marché le plus dynamique. Et ce qui peut paraître très paradoxal, c'est que c'est le diesel qui a le vent en poupe et que c'est une espèce de valeur refuge. J'ai l'impression pour beaucoup de Français qui savent pas tellement quoi acheter et qu'est-ce qu'il faut mettre sous le capot de sa voiture aujourd'hui, parce que le législateur nous pose pas mal de tracas et ça finit par causer de l'incompréhension aussi. Ouais. Est-ce que la reculade entre guillemets sur les ZFE, ça a reboosté le marché du diesel en occasion? Alors, je suis pas du tout certain. D'abord, je pense qu'il y a un Français sur 4 qui sait ce que c'est qu'une ZFE, selon les statistiques. Ouais, donc évidemment, il y a cette peur qu'on a au-dessus de la tête. Alors, un Français sur 4 sait ce que c'est qu'une ZFE, mais je pense que dans ces 25% de Français qui savent ce que c'est, je suis pas certain qu'ils savent aussi que la date a été repoussée. Donc, je pense qu'il y a plutôt dans cet environnement réglementaire pas très net, et dans le fait qu'aujourd'hui on a de l'hybride rechargeable, de l'essence, du diesel et de l'électrique, je pense que quelqu'un qui veut chercher un moyen de transport pour se déplacer peu coûteux et facile d'usage, il prend aujourd'hui une essence, une diesel, même si évidemment on voit l'essor de l'hybride et de l'électrique. Et on sait à peu près le prix moyen d'une occasion aujourd'hui, le prix moyen des voitures d'occasion, c'est quoi ? Alors ça n'aura aucun sens de donner ces statistiques parce que dans le prix moyen d'une voiture d'occasion, il faudrait compter celles qui ont plus de 16 ans, et là on a des voitures qui sont entre 2 et 5 000 euros. Et puis après évidemment les très récentes, on a des prix moyens. Dans ce que fait un distributeur automobile, aujourd'hui, on serait plutôt dans les 18 500 jusqu'à 20 000 euros selon les marques. Mais pour des voitures récentes, pour des voitures que vend un concessionnaire automobile. Ouais. On avait assisté en début d'année dernière ou en 2022 à une hausse assez importante du prix des véhicules en occasion, simplement parce que les constructeurs n'arrivaient pas à fournir de véhicules neufs à cause de la crise des semi-conducteurs et puis les usines qui s'étaient arrêtées. Ça s'est retassé, c'est redescendu un peu les prix? Oui, alors on constate un marché de l'occasion depuis septembre qui donne des signes. Il semble caler et ralentir. Donc tous les distributeurs avec qui je parle, et nous sommes concernés aussi, ont des stocks occasion qui commencent à grossir. Et vu l'impact aujourd'hui des frais financiers, puisqu'on achète l'argent aujourd'hui beaucoup plus cher qu'on achetait en 2018 ou 2019, donc il y a des frais financiers importants, des stocks qui augmentent. Donc on est en train de constater une stagnation, voire une baisse carrément des tarifs. Donc c'est une vraie opportunité pour les clientes et les clients qui veulent changer. Est-ce que du coup c'est aussi une baisse de la vente des voitures d'occasion qui va dans une baisse générale de rachat de voitures en fait, parce que les gens font de plus en plus attention et gardent ce qu'ils ont, ils vont peut-être moins vers le changement, sauf obligation?
Oui, alors il y a les obligations réglementaires qui jouent, et puis heureusement, il y a quand même toujours l'envie de changer. Il y a quand même toujours on voit l'essor des SUV sur le neuf, malgré le législateur européen qui est quand même assez anti-SUV et anti-voiture. On voit que les clients aiment des voitures un peu plus hautes, des voitures dans lesquelles ils ont une impression de sécurité supérieure. Donc le marché des SUV en neuf a été très dynamique, et on voit que ça peut aussi donner envie à un client qui roule dans une berline moyenne de passer à un SUV. Et puis il y a l'envie de passer à l'hybride, il y a l'envie de passer à l'électrique. Bon, aujourd'hui le marché de l'occasion, c'est un Eldorado à la fois pour les distributeurs et pour les clients, puisqu'on a encore aujourd'hui l'embarras du choix. Ouais. Comment vous voyez 2024 d'ailleurs, puisque même si le marché du neuf a repris un peu des couleurs, vous vendez de l'occasion qu'à 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, on était dans le grand creux. Il n'y a pas un moment où vous allez manquer de voitures, justement ? Non, on craint pas du tout de manquer de voitures, parce que il y a un phénomène de fond sur le neuf depuis des années. Ce sont les formules locatives, Jean-Luc. Donc beaucoup de clients aujourd'hui, et y compris stimulés par l'augmentation du prix des voitures, passent par des formules locatives. Alors, il n'y a pas que le plaisir de changer tous les 2, 3, 4 ans. Il y a aussi le fait qu'une voiture à 35 000 € aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent, moi, je vais pas dépenser, je vais pas mettre autant d'argent dans ma voiture. Je vais dépenser 200, 300, 400 € par mois. Donc, on a nos distributeurs, énormément de clients qui reviennent dans nos concessions, et ça c'est un phénomène qui est depuis 5, 6, 7 ans, depuis l'explosion des formules locatives. Donc ça nous crée des opportunités donc de renouvellement de voitures neuves, et puis ça crée des opportunités pour les acheteurs de voitures d'occasion récentes, puisque on préfabrique à la limite finalement les voitures neuves qu'on livre aujourd'hui, ce seront des futures voitures d'occasion de 2-3 ans, et on les relouera à nos clients, parce que l'essor des formules locatives est en train de grandir sur les occasions. Voilà. Le profil type là du client qui vient chez vous pour acheter une voiture d'occasion, c'est quoi ? Alors c'est monsieur tout le monde, parce que c'est vrai que nous on a une activité occasion. Il n'y a pas madame. Et ben, évidemment, donc c'est monsieur, mais monsieur tout le monde. Ouais, c'est madame tout le monde qui décide, et c'est monsieur tout le monde qui fait le chèque. Je vous taquine. Oui, c'est ça. Non, on est ravis en plus quand on a des femmes qui viennent dans l'automobile, y compris dans nos métiers de l'automobile. J'en profite pour le dire, parce que c'est tellement. Merci de me donner la parole ce matin. Mais mesdemoiselles, mesdames, venez travailler dans l'automobile. On pense toujours que c'est une espèce de secte de bagnolards passionnés de voitures qui regardent les grands prix, alors que les femmes, d'abord par leur efficacité, leur combativité au travail dans certaines tâches, nous sont vraiment indispensables et sont très performantes. Et aujourd'hui, on est très fiers quand on a des mécaniciennes, des carrossières, des vendeuses, et pas que des secrétaires. Il y a toujours cette image d'Épinal dans une concession, une femme c'est forcément une secrétaire. Non. Bienvenue à vous, et merci de m'interpeller là-dessus, parce qu'il y a vraiment des boulevards pour les femmes. Et d'ailleurs, voilà, on n'est pas nombreuses encore en tant que journaliste un peu spécialisé auto, mais ça vient aussi. Donc voilà. Oui, enfin, c'est vraiment pas nombreux. C'est même pas. Oui, c'est vraiment pas nombreuses. Mais ça va s'ouvrir. Oui. Je suis d'accord avec. Stéphane. Ah non, pardon, Philippe. Je suis d'accord avec Philippe Boger, directeur général de la concession du groupe Dubreuil. Deuxième. Bon, Philippe, pour terminer, les voitures électriques, ça frémit ou pas en occasion? Alors les voitures électriques, c'est un sujet qu'on adore détester, et on adore détester les voitures électriques. On lit tout et son contraire, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont très contents, d'autres qui vous disent qu'ils sont en panne à la borne sur l'autoroute et que c'est un scandale. Ce sujet il nous titille parce que c'est une contrainte, et les latins particulièrement, on n'aime pas les contraintes, donc on n'aime pas être obligé de passer à l'électrique. C'est le législateur européen, je ne sais pas si tous les auditrices et les auditeurs le savent, c'est le législateur européen qui a décidé de tordre le bras des constructeurs suite au Dieselgate, pour dire à partir de maintenant, fin de la récré, le diesel c'est cancérigène, l'essence c'est le réchauffement climatique. Donc ce qui est extrêmement discutable, et on n'a pas le temps d'en discuter là maintenant. Mais en tout état de cause, l'électrique a ses avantages. J'ai envie de dire, c'est un peu philosophique, mais le génie humain est à l'œuvre. Donc on est en train de travailler sur des batteries qu'on va pas enterrer, des batteries qu'on va réutiliser, des batteries qu'on va réparer, des batteries que les ingénieurs dans les bureaux d'études veulent faire plus légères, avec une rapidité de recharge plus importante. Et on voit déjà des choses qui sont assez extraordinaires. Les bornes se développent. Et demain, j'ai envie de dire, l'automobile comme la mobilité, ce sera multicanal, multi-énergie. Voilà, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Je vous adore, Philippe Boger.
Eh ben, tant mieux. Ben, c'est un coup de cœur radiophonique. Ouais. Non, mais pour tout le monde, mais moi, je suis vraiment quelqu'un un soldat de la nuance, de la tolérance. Ouais. Et voilà, Pompidou disait arrêtez d'emmerder les Français. Globalement, je pense qu'il faut aussi arrêter d'emmerder les gens. Le client, c'est celui qui décide, c'est lui le vrai patron. Et je pense que le législateur devrait un peu nous écouter, tous, autant qu'on est. Et il y a un vrai écosystème automobile qui mérite d'être mis autour de la table pour faire grandir le sujet. Philippe Boger, on a besoin d'une voiture. On vous adopte dans On parle auto. Mais moi, je suis hyper fan. Moi, c'était déjà fait depuis le milieu de la semaine. Mais oui, mais vous, en plus, vous avez parlé au téléphone. Bon, Philippe, en tout cas, vous revenez quand vous voulez. C'est un vrai passionné. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les gens qui sont des acteurs dans l'automobile. Exactement. Et puis, on pourra organiser une émission comme ça avec les vrais passionnés pour parler vrai et faire un débat sur la place de la voiture aujourd'hui dans notre vie. Et on vous invitera en studio, Philippe Boger. Il faudra venir et nous retrouver. On accueille, on a la chaleur et du bon café. On vous embrasse. Allez, au revoir. Philippe Boger, directeur général des concessions du groupe Dubreuil, donc dans la Vendée. Allez, tout de suite, sans attendre, on accueille Françoise et Edmond. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Françoise. C'est Edmond. Bonjour Edmond. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et meilleurs vœux. Tous nos vœux bel à vous accent. aussi. Vous êtes dans quelle région? Le Lot-et-Garonne. Très bien. Alors, il nous reste à peu près 4 minutes, on vous écoute. Alors, voilà, on voulait changer la vieille Honda Accord qu'on a depuis quelques années déjà. Et on hésite, on a 4 modèles qu'on a essayés, dont un qu'on ne sait pas si Jean-Luc l'a essayé, le Honda Civic EEHV, là, 184 chevaux. D'accord. Et puis après, pour le coffre, pour le haillon, parce que nous on a un coffre, et par rapport aux petits-enfants, c'est embêtant de caser des bagages avec le coffre, et on s'est rendu compte qu'une voiture avec un haillon nous conviendrait mieux par rapport aux petits-enfants. Ouais. On hésite donc après avec un RAV4 hybride, d'occasion, je précise d'occasion. D'occasion, ok. Un Lexus UX 250. Ou alors, pour nous faire plaisir, un RX 450H, comme l'auditeur de tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce que vous faites comme type de trajet? On fait quoi, 10 000, 12 000 par an, le trajet. Et le budget? De l'autoroute pour aller chez ma fille, du côté d'Orléans, le budget entre 28 et 32. Ah oui, 28, 32, on trouve. Alors le 450, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Alors avec la finition exécutive, vous avez un salon roulant avec une chaîne IFI à l'intérieur, c'est Pullman, c'est performant. Par contre, c'est gros, ça fait 4,89 m de long, c'est lourd. Voilà, c'est lourd, c'est un peu gourmand. 8 litres 7 au 100. Ouais. Bon, je vais vous dire ce que je ne devrais pas vous dire. Vous pouvez le bioéthanol. Voilà, moitié, ça passe absolument sans problème. Donc ça vous permet de réduire le budget carburant. Bon, c'est celui qui sera le plus adapté à faire des grands trajets. Par contre, c'est pas le plus économique, ça c'est clair. Est-ce que parce que dans la Honda, alors vous avez des SUV et vous avez dans ces SUV la Civic. Vous n'avez pas vu le CR-V ou le HR-V? Non, mais il nous plaît moins. La Civic, on a aimé tout de suite. Ah oui. Non, mais la motorisation est très sympathique. C'est la même d'ailleurs que si vous prenez le CR-V, c'est la même motorisation hybride dedans, qui est un système hybride qui est plus agréable à utiliser que les Toyota. On n'a pas le fameux, je fais court, on n'a pas le fameux effet mobilette. Ouais. Donc c'est plus sympa à utiliser. Alors il y a un petit peu moins de place dedans que, par exemple, vous avez cité le RAV4, qui serait plutôt pour moi le modèle intermédiaire. Donc plus petit que le Lexus, avec une motorisation un peu plus économique. On est je vous parle de conso réel. On est environ à 6,7 litres de moyenne au 100 km. C'est hyper fiable, grande douceur. Vous en avez une quantité hallucinante en occasion, donc ça vous permettrait de choisir un modèle pas très loin de chez vous. Le kilométrage n'est pas si important que ça, parce que comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement fiable, donc c'est pas mal. 218 chevaux, ça marche bien. Le UX 250 que vous aviez mis dans votre... c'est quoi ça, le UX 250? Le Lexus UX 250. Bon, c'est très doux, c'est une voiture qui est bien équipée, mais elle est un peu petite. Si vous me dites que vous avez les petits-enfants et que vous transportez des trucs dans le coffre il est vraiment pas grand. C'est 265 décimètres cubes, les places arrière sont un peu exiguës. Bon, ça consomme pas grand chose, ça consomme 6 litres 1, et on finit par la Honda parce que c'est celle qui consomme le moins. Donc si votre priorité c'est de pas consommer trop et d'avoir une voiture pas trop encombrante, la Civic c'est un bon choix. De toute façon, dans tout ce que vous m'avez cité, il n'y a pas de vilain canard. Il y a juste, si vous priorisez
le confort, la place à bord, c'est le Lexus, mais vous sacrifiez un petit peu le coût kilométrique. La bonne moyenne, c'est le RAV4, et la voiture la plus économique, entre guillemets, ça sera la Civic. Bon, voilà, Edmond. Hein. D'accord. Vous savez ce que vous faites dès que vous avez fait votre choix, vous nous faites un petit mail, je participe à regardez, parce que des fois, quand on hésite entre plusieurs modèles, le mieux, c'est de regarder les annonces, et on peut trouver une bonne affaire. Et vous nous dites, et vous nous envoyez la photo. Dans un de ceux-là. Allez, l'ami Jean-Luc, on y va là. Vous allez essayer bientôt quand même à la Civic. Ah oui, mais je l'ai déjà essayé. Pour conclure et retrouver tous les essais de l'ami Jean-Luc, vous allez sur la page YouTube de Sud Radio, vous allez voir tous les essais, comme ça vous allez pouvoir revoir son essai. Il n'y a pas la Civic dedans, mais j'ai roulé avec, c'est ça la différence. Ah, vous n'avez pas fait de film encore? Mais non, parce que ça m'arrive des fois de rouler avec des voitures sans les filmer. Oui, mais il va falloir le faire là, parce qu'on aime bien vos films sur YouTube. Vous avez plus de 100 000 followers qui viennent voir. Je vais voir. Ah bah oui, quand même, il ne faut pas rigoler avec ça. Je vais faire ça. Vous faites bien en plus. Bon, Edmond, on vous embrasse. Malheureusement, le temps qui nous est imparti vient de se terminer, car nous allons rendre l'antenne dans quelques instants. Ici, les studios de Cognac G. Bisous, l'ami Jean-Luc. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Faites attention à votre tête, vous. Hein. Sinon, la tête à Lolo va gronder. Merci à Maxence et à Marie d'avoir réalisé cette émission. Et puis à Jordan de vous avoir accueilli à l'antenne. Tout de suite, c'est l'ami Alain Marty qui vous accueille avec Invino. Et puis cet après-midi, c'est après-midi rugby. Moi, je vais voir Racing Cardiff cet après-midi. Go, c'est parti. Yo! Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr